Françoise Baraquin, vous êtes présidente d'Action Femmes Grand Sud. Annie Jolivet, vous êtes économiste du travail, chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail, faisant partie du Conservatoire national des arts et métiers. Jean-Claude Mazocco, vous êtes cofondateur et CMO de Taman. On va commencer tout de suite avec vous, histoire de poser le débat. Annie Jolivet, on parle des plus de 50 ans, il y a beaucoup de ressentis. Hein. On s'appuie forcément sur notre expérience personnelle et puis ce qui nous semble être la tendance. Mais concrètement, vous qui étudiez spécifiquement ce marché-là, qu'est-ce qui se passe quelle est la place des recrutements à des âges plus élevés? On voit effectivement des changements, il y a des différences, des CDI, des CDD. Voilà, c'est à la chercheuse que je m'adresse. Là. Ok. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, sur le volume des recrutements qui sont faits chaque année, on a un gros volume qui est fait plutôt dans les premiers âges de la vie professionnelle, donc plutôt à partir de 20 jusqu'à 25-30 ans. Puis ensuite, le nombre de personnes recrutées décroît, ce qui fait qu'à partir de 50 ans, mais c'est vrai aussi à partir de 45, donc on est sur une phase, un volume qui est décent et on n'a pas un grand volume, donc on n'a pas non plus une grande habitude de recruter des personnes sur ces âges-là. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a peu de personnes qui sont recrutées, hein, on a des volumes importants, mais en proportion de l'ensemble des recrutements, c'est minoritaire. Et pour votre question, les transformations du marché du travail font qu'aujourd'hui, on n'a plus totalement comme majoritaire la figure du salarié senior en CDI, homme ou femme, qui attend la retraite et qui a fait 20 ans ou 30 ans dans la même entreprise. On a quand même une bonne partie de personnes qui, soit parce qu'elles ont perdu leur emploi, soit parce qu'elles ont déménagé, disparition de l'entreprise, en fait, se retrouvent sur le marché du travail et elles sont confrontées, comme les plus jeunes, à des embauches en CDD. Donc on a à la fois des activités qui ont tendance à embaucher en CDD, et en même temps des gens qui se retrouvent sur le marché du travail et qui sont embauchés comme n'importe qui, d'abord en CDD, pour éventuellement une transformation en CDI, mais moins fréquemment quand on est sur des âges plus élevés. Vous parliez de personnes de 45 ans. Qu'est-ce qu'on entend par senior ou par... c'est quoi la nomenclature? On est quatre seniors là, visiblement, déjà, pour ce débat. Je vous remercie. Là, j'ai peut-être préjugé de quelque chose, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Confus, mais en fait, je pense qu'il y a une grande confusion entre le fait qu'on sorte des statistiques de taux d'emploi pour les 55-64 ans, par exemple, ou bien qu'on fasse une loi sur la formation tout au long de la vie avec l'idée qu'il faut contrer la tendance à la diminution de l'accès à la formation après 45 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on est senior à 45 ans, ni à 50, ni à 55. Cette espèce d'habitude... C'était plus sur le terme. C'est l'espèce d'habitude qui a été prise là, dans les 15 dernières années, 10 dernières années. Aujourd'hui, quand on pose la question, tout le monde va dire senior, c'est 45 ans. Mais non, senior, ça n'a aucun sens de fixer un âge. En fait, tout dépend de l'entreprise, de l'activité, du moment où on recrute, de l'ancienneté des personnes. Donc, vous pouvez avoir des novices qui viennent d'être embauchés à 50 ans ou à 55. Et donc, c'est comme pour la génération tout à l'heure, on en parlait. Ces espèces de segmentation un peu pratiques n'ont aucun sens quand on rentre dans le contexte du travail. Et par exemple, si vous voulez recruter des gens, j'entendais EDF, dans les volumes de recrutement, il y a aussi des gens qui sont en milieu ou en dernière partie de carrière, qui ont encore peut-être 10 ou 15 ans à faire et qui peuvent tout à fait s'intéresser à un nouveau métier ou à un prolongement de leur métier dans une autre entreprise. On va voir que c'est pas si facile que ça. Je me tourne vers vous, Françoise Baraquin. Alors, Action Femmes Grand Sud, vous vous concentrez sur deux aspects importants. Donc, l'aspect senior, vous allez aider les femmes, donc premier aspect, de plus de 45 ans. Deuxième aspect, à retrouver du travail. Alors, être une femme de plus de 45 ans, c'est quoi? C'est une double peine? C'est un double plafond de verre? C'est un double plafond de verre, effectivement. On est femme, parce que c'est bien connu qu'on est moins bien recruté que les hommes, et on est senior. Mais ce que j'ai entendu dehors, là, m'a beaucoup conforté. Les gens disaient, mais non, mais nous, on recrute des compétences, peu importe le genre et l'âge. Et ça, j'ai été ravi d'entendre ça. Peut-être qu'il disait ça parce qu'il voulait vous recruter, vous convaincre. On est obligé, aujourd'hui, étant donné que c'est tendu, un marché tendu, on est obligé... Je crois qu'on est obligé aussi de convaincre les femmes elles-mêmes et de combattre des idées reçues, de combattre des croyances limitantes, parce qu'on a tous ce genre de croyances. Ah ben non, t'es une femme, tu peux pas. Ah ben non, je suis une femme, je peux pas. Qui sont intégrées par les femmes elles-mêmes. Qui sont bien sûr intégrées par les femmes elles-mêmes. Et nous, on s'attache à combattre ce genre de choses. Action Femmes Grand Sud, c'est d'abord redonner confiance à ces femmes qui viennent nous voir.
Et le résultat au bout, c'est 80% quand même de solutions positives. Donc, quand une femme a confiance en elle, elle est capable d'abattre des montagnes. On va y revenir dans quelques instants. Je me tournais vers vous justement, Monsieur Mazocco, parce qu'on parlait de compétences. Alors typiquement, racontez-nous rapidement, votre cabinet, il s'est fondé là-dessus. Vous venez de l'aéro au départ. Et les compétences, c'est finalement le cœur de ce que vous avez développé. Exactement. Alors, donc Taman, c'est un cabinet que j'ai créé en 2019, qui a été axé au début sur la partie aéronautique. Mais déjà, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons de la recherche de CDD, CDI pour nos clients, de façon traditionnelle, du RPO, une façon un peu différente de faire ça, c'est-à-dire qu'on externalise la fonction recrutement pour le compte de nos clients, et c'est nous qui nous en chargeons. Et enfin, on met à disposition temporaire des compétences, plus communément appelées l'intérim, donc je préfère la première version. Voilà, donc on fait ça pour nos clients, et l'innovation chez Taman, c'est qu'on va mettre le candidat et son comportement en évidence avant même ses compétences. Déjà, on veut savoir qui est l'individu et ce qu'il est fait. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on prend deux métiers qui, pour moi, sont différents entre un commercial et un comptable, on sait bien qu'ils n'ont pas les mêmes compétences, mais ils n'ont pas le même comportement non plus. Donc chez nous, nous sommes en capacité d'identifier le comportement par métier et ensuite d'associer les personnes qui ont le comportement et de promouvoir celles qui ne sont pas dans le bon milieu pour transférer leur activité vers un milieu plus convenable. Comment vous avez fait ? Vous avez développé un outil comportemental ? Exactement. C'est bizarre quand on dit ça, c'est des algorithmes, c'est un peu mystérieux. Ouais, mais on se veut digitalement humain chez Taman. La formule numéro 1. Digital comme avec les doigts, c'est ça ? Oui, un peu avec la tête aussi, pas mal. Et le digitalement humain nous permet quoi ? Enfin, on a un outil qui s'appelle Attitude, voilà, qui est basé sur une algorithmique qui nous permet de pouvoir identifier le comportement d'un individu suivant 30 facettes, etc. Donc, je ne vais pas développer, ça serait un peu fort, mais on capte ce comportement, on capte aussi le comportement d'un métier chez un client, on l'identifie, on crée une cible, et ensuite on associe les candidats qui ont été évalués avec cette cible pour pouvoir proposer à nos chargés de recrutement un certain nombre d'individus qui elles-mêmes vont aller qualifier et ensuite proposer à nos clients. Et c'est-à-dire c'est transparent pour le client, parce qu'un client, vous lui direz de but en blanc, on va moins s'intéresser aux compétences, mais davantage au comportement. Est-ce que le paradigme a changé, les entreprises sont ouvertes à ça ? Oui, mais le marché du travail a changé aussi. Aujourd'hui, on parle de pénurie de compétences, donc si on reste les deux pieds dans le même sabot, on ne va pas avancer. Nous, on propose l'ouverture vers le comportement. Ça a une valeur qui est méconnue, c'est qu'on a tous dans la tête des métiers qu'on aurait souhaité faire, mais la vie nous a plongé vers un secteur d'activité, ce métier il est parti. Mais le comportement peut vous proposer ce transfert vers ces métiers-là. On va se refocaliser avec vous. Vous souhaitez réagir ? Oui, je veux bien réagir. C'est ce qui se passe avec nos femmes souvent. C'est j'ai rêvé un métier et je pense à une qui avait des fonctions dans l'hôpital et qui avait toujours rêvé d'être tapissière. Elle a fait une formation de tapissière à 55 ans et maintenant elle est ravie de l'être. Donc ça existe. Il faut aller au bout de ses rêves. Je me tourne à nouveau vers l'économiste. Finalement, quelle logique préside à l'embauche des salariés âgés ? On a vu que le marché du travail est particulièrement tendu. Donc, est-ce qu'on commence à se refocaliser sur eux, se dire finalement, il y a peut-être un vivier là, plutôt que d'envisager le senior comme quelqu'un qui me coûte trop cher ou qui ne sera pas en capacité d'évoluer ? Oui, alors j'en balance des lieux communs. C'est à vous de tendre le coup. Je vois que c'est un peu provoque. Au lieu commun, c'est pas. Alors d'abord, il faut dire qu'il y a à la fois un effet entreprise et un effet secteur. C'est-à-dire, dans la façon de recruter, les entreprises plutôt moyennes et petites, et puis certains secteurs qui sont, je ne veux pas dire peu regardants sur les compétences, parce que c'est pas ça, mais qui ont pas les mêmes exigences que des grands groupes ou que des secteurs avec des compétences plus pointues techniquement, sont des secteurs qui peuvent tout à fait recruter largement. Donc voilà, ce que j'avais en tête et ce qu'on avait évoqué, c'était le secteur des services. Alors on l'a vu, les aides à domicile, le soin, ce qui est beaucoup pris par les femmes. Il y a aussi des métiers des métiers saisonniers dans l'agriculture, il y a des métiers dans le transport de voyageurs. Enfin, c'est-à-dire quoi ? Faute de grille, on se contente de mer, on dit on va regarder les seniors. C'est des secteurs qui, par exemple, valorisent beaucoup
des éléments de comportement, de savoir-faire, de savoir-être, et qui considèrent que ces éléments-là étant majeurs, mais finalement le reste éventuellement peut être complété par des formations quand c'est nécessaire. Donc qui sont moins sélectifs. Peut-être aussi des secteurs qui utilisent plus du recrutement de proximité, avec des contacts directs. Parce que là, on peut effectivement passer par un intermédiaire ou faire jouer un service de RH, mais ce qui peut jouer aussi beaucoup, surtout dans les petites entreprises, c'est le fait de rencontrer un candidat potentiel. Et à ce moment-là, on peut avoir un phénomène qu'on appelle l'interaction off-demande, où on va en fait un peu glisser par rapport à l'offre d'emploi qu'on avait en tête en tant qu'employeur. Mais dans la réalité, non, pas forcément rigide, mais ça peut être, par exemple, en ayant un vrai candidat, une vraie candidate en face de soi, se dire, bah tiens, cette personne a eu, par exemple, une expérience commerciale, donc je peux rajouter au poste que je voyais plutôt du côté fabrication, peut-être un aspect commercial ou plutôt un aspect maintenance, et des éléments qui n'étaient pas pensés au départ comme étant partie prenante du poste, bah, finalement vont prendre vie avec la confrontation avec un candidat, une candidate. Donc ça, c'est des éléments qui sont plus faciles à envisager quand il y a de la marge de manœuvre pour un manager, par exemple, ou quand on est sur une petite entreprise. Sur les très grosses, les viviers de salariés seniors sont moins envisagés, aussi parce que certaines d'entre elles sont en train de s'en séparer. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a probablement une transformation aussi à faire, c'est-à-dire envisager de reformer ou de reconvertir ou de transformer professionnellement des gens qui sont dans une entreprise, mais qui faisaient un métier qui jusqu'à présent peut-être convenait ou leur convenait, mais qui ne correspond plus aux orientations de l'entreprise. C'est des choses qu'on voit peu encore. On voit beaucoup d'accords avec des départs volontaires, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup qui comportent avec la même force des éléments de reconversion ou de formation interne, de glissement vers des métiers plus porteurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Alors, on est dans le recrutement, cette fois-ci plutôt en interne, mais c'est aussi une variable importante pour les entreprises de grande taille. Alors Françoise, de l'autre côté, c'est quel profil type de femmes qui font appel à vous? Je rappelle que vous êtes sur Albi, Toulouse, Montpellier. Oui, sur Toulouse, c'est essentiellement des bac+. Ça va jusqu'à bac +6. Mais ce sont des femmes qui soit sont arrivées à Toulouse, donc cherchent un emploi, soit ont quitté leur emploi, soit ont élevé leurs enfants et doivent maintenant retrouver un emploi parce que les études des enfants, ça coûte cher, soit parce que le mari est parti, donc elles se retrouvent à devoir travailler. Voilà. J'ai oublié la question. Non, c'était les profils types, vous venez de le dire. Ouais. Alors après, j'ai l'impression que le travail que vous faites, il est davantage de l'ordre psychologique, de redonner confiance en soi. Vous me disiez, il y a une phrase que vous entendez souvent, que vous détestez, c'est « mais à ton âge ». Voilà, donc c'est plus histoire de les booster, de leur redonner confiance. Comment est-ce qu'on apprend à oser, à retrouver la confiance? D'abord, merci d'avoir utilisé ce terme-là. On leur apprend à oser. Je crois que c'est la base. Oser aller activer leur réseau, oser se présenter à des entreprises, oser contacter d'autres personnes, oser, par rapport à ce que vous disiez, j'ai une femme qui avait envoyé sa candidature, et puis pas de réponse. Elle a appelé et on lui a dit « Ah ben non, votre candidature a été rejetée ». Et elle a parlé. Et on a eu envie de rencontrer cette personne-là pour sa personnalité. Et ça, j'ai trouvé ça super. Donc là aussi, ça veut dire oser. Et j'ai envie de dire aussi aux employeurs, mais osez donc. Oser embaucher des femmes de plus de 45 ans. Et des hommes aussi, mais oser faire le pas. Et tout à l'heure, là encore, j'ai parlé un petit peu avant de venir, quelqu'un m'a dit, mais on vient d'embaucher quelqu'un qui est à 2 ans de la retraite. Et on l'a embauché en CDI. C'est super, non? Tout à fait. Jean-Claude, votre réflexion vous a amené à proposer une offre de mentorat, on voit dans les solutions qui peuvent exister. Donc, ça s'appelle Mentory. Vous êtes parti de quel constat? Et on verra aussi que ce n'est pas si évident, parce que sur le papier, c'est très intéressant, mais qu'il va falloir qu'il y ait un changement de
de paradigme de l'autre côté quand même. Exactement. Donc le constat, alors je suis sur le secteur de l'aéro que je connais bien. 2020-2021, les entreprises de l'aéronautique, toutes les entreprises de l'aéronautique ont dû baisser leurs coûts, donc leur masse salariale, et en évitant les PSE, donc ont mis à la retraite ou en pré-retraite un certain nombre de candidats. Lorsqu'on met à la retraite ou à la pré-retraite, ce ne sont pas des jeunes de 25 ans, ce sont les gens les plus expérimentés qui sont partis. Donc on se retrouve dans une situation où l'expérience est sortie de l'aéronautique. 2022, mi-2022 de mémoire, Airbus, entre autres, a lancé un ramp-up. Alors le ramp-up dans l'aéro, c'est des cadences d'avion qui doivent augmenter, donc qui attire les compétences. Problème, et là on se retrouve devant on un a perdu les paradoxe expérimentés. inconnu. Voilà. Donc on doit sortir beaucoup plus d'avions avec beaucoup moins de personnes. Donc moi j'ai des amis de cette industrie aéronautique qui sont passés en disant mais écoute, nous on nous a mis à la retraite ou à la pré-retraite, mais on a encore du jus, on a encore de la volonté, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ce que l'on propose, on a créé ce produit qui s'appelle Mentory, et Mentory est fait pour utiliser l'expérience et les compétences de ce néo-retraité pour le mettre dans l'entreprise, face à ces nouveaux embauchés qui vont arriver. Si je prends l'expérience de Taman qui recrute sur du comportement, il faut derrière apporter la compétence, donc on l'amène, et donc la personne va l'accompagner, va guider ses réflexions pour pouvoir faire en sorte que ce temps d'expérience qui équivaut à 40 ans puisse être réduit au maximum et booster la montée en compétences de ces personnes. Pourquoi? Parce que l'industrie a besoin de gens productifs. Ça veut dire quoi, productif? Ça veut dire être en capacité de produire un service, un produit de qualité dans les délais, dans les coûts, en toute autonomie. Et ça, c'est l'expérience qui vous l'amène. Donc ça ne s'acquiert pas avec un joli diplôme, ça s'acquiert avec du temps, mais si on associe un retraité qui a le temps, qui a la bienveillance et qui vient accompagner, ça va beaucoup plus vite et ça s'appelle Mentory. En revanche, on peut le dire, vous n'êtes pas tout à fait satisfait de l'expérience pour l'instant, il y a des réticences à surmonter en face. Le sujet, on l'a créé en 2022, donc le temps de le mettre en place, le structurer. Là, on démarre la commercialisation. Donc, il y a des réticences. Pourquoi? Parce que l'entreprise utilisatrice raisonne sur le coût direct. Et effectivement, un senior, lorsqu'on le met à disposition pendant 1 à 2 journées par semaine, pas plus, ça a un coût un peu plus important qu'un salarié. Ça, c'est vrai. Par contre, si on regarde le coût total d'acquisition de l'expérience par l'individu, c'est beaucoup plus intéressant de le faire par ce biais-là que le biais traditionnel qui est le diplôme, le tutorat au sein de l'entreprise et qui va prendre 3-6 mois en fonction des cas, les turnovers parce que les gens ne sont pas forcément encadrés donc partent. Donc tout ça, ça a un coût pour l'entreprise qu'elle ne regarde pas et nos solutions sont plus intéressantes. De l'autre côté, alors Annie Jolivet, on voit que c'est des expériences intéressantes, alors des expériences à destination des femmes pour leur redonner confiance, femmes et seniors, plus de 45 ans, j'y arriverai jamais à m'y faire. Mais ne vous y faites pas, laissez tomber le seuil d'âge, sauf là puisqu'on en parle, mais voilà. Oui, sauf que c'est une réalité dans le recrutement actuel, dans le marché du travail. On peut le dire, c'est même une acceptation commune de se dire, à partir de tel âge, on peut imaginer que... Non, ça n'existe pas en fait, cette réalité. Si, mais en fait, c'est parce qu'on raisonne sur un fonctionnement un peu marché interne où les gens rentrent plutôt jeunes et puis ensuite ils vont rester dans la même entreprise ou peut-être changer d'entreprise mais garder le même métier. Enfin voilà. Je pense qu'il faut plutôt se dire, tout à l'heure, les premières interventions en parlaient, les gens ne restent pas forcément, et ni les jeunes ni les moins jeunes, on peut très bien exercer le même métier en passant d'un employeur à un autre, peut-être d'ailleurs en regardant quel est l'employeur mieux disant socialement, le sens, l'engagement, toute une série de choses. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'il est plus possible de recruter à partir de 45 ans, ou même que 45 ans serait une barre qui a du sens. Et puis je rappelle quand même que pendant qu'on est en train de discuter, au fur et à mesure, l'âge de sortie d'activité recule. On est... la Xème réforme des retraites, donc là on le voit, on va avoir des gens qui sont par exemple partis en plan de départ volontaire ou en congé de fin de carrière et qui se retrouvent finalement à devoir attendre 6 mois de plus leur retraite. Donc
faut quand même se dire qu'à 50 ans aujourd'hui, on peut avoir des gens qui ont encore 17 ans, voire 20 ans d'activité professionnelle devant eux. Donc ça n'a aucun sens de se dire, que c'est pas la peine de les recruter parce qu'on les formera à perte. Ils vont partir à la retraite avant qu'on ait le retour sur investissement. 2, il y a des gens qui sont déjà expérimentés. Donc on n'a pas besoin de faire une formation qui est forcément très longue. Donc en fait, ça peut être des opportunités, surtout dans des endroits où on a en fait peu de candidats, par exemple peu de candidats jeunes, ou peu de candidats suffisamment expérimentés dans les métiers dont on a besoin. On va être tous d'accord avec vous, mais on n'a pas l'impression que le marché du travail entend ce raisonnement-là. Mais en fait, il y a des exemples qui existent. J'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui est dans les énergies renouvelables et qui cherchait à embaucher quelqu'un plutôt dans le domaine électrique. Vous avez remarqué que je suis hyper au courant de tous les métiers. Mais il a expliqué qu'en fait, quelqu'un de 55 ans s'était présenté et qu'il n'avait eu aucun problème à le recruter parce que c'était une personne qui était directement productive et directement au fait de ce qu'il fallait sur son métier. Donc souvent, en fait, il y a beaucoup de stéréotypes qui se baladent et qui font qu'on ne va pas regarder une candidature. Oui, mais on a l'impression que c'est à la faveur d'une rencontre interpersonnelle que ça va débloquer, à la faveur d'une aide particulière ou des associations qui se battent ou des initiatives. On a l'impression que c'est des initiatives éparses et que globalement, au niveau macro, ça ne bouge pas tellement. Mais Jean-Claude, vous souhaitez réagir ? Sur deux choses. La première, c'est que moi je crois beaucoup en l'association de la nouvelle génération et l'ancienne, enfin cette association des âges qui pour l'entreprise est un bénéfice. C'est un bénéfice parce que l'un apprend à l'autre et réciproquement. Les nouvelles technologies sont aussi apprises par les plus jeunes vers les plus anciens. Il faut avoir cette mixité, c'est indispensable dans l'entreprise. Et moi je pense également que lorsqu'on parle des seniors, et moi je vous ai parlé des néo-retraités, il y en a beaucoup qui parlent de ressources humaines, moi je parle de richesse humaine. Et ça va grandir dans les années à venir. Donc il y a encore plus de gens qui sont en pleine santé, qui sont peut-être contraints de partir à la retraite ou retraite sautée, mais qui ont encore du jus, qui ont encore envie de donner, qui ont besoin de transmettre aussi. Il faut aussi penser à eux. Il y en a quelques-uns pendant le Covid qui n'ont pas pu transmettre. Donc ils ont envie de transmettre et il faut que nous puissions les mettre en disposition de transmettre auprès des jeunes toute leur expérience. Et c'est comme ça que l'industrie va se régénérer. Françoise. Oui, je voulais réagir par rapport au mentorat. Nous, on fait une expérience de mentorat inversé chez nous avec une association de jeunes femmes qui, elles, sont nées avec le téléphone dans les mains et que LinkedIn et tout ça, ça marche super. Quand on est un peu plus âgé, on n'est pas né avec. Et on a fait cette expérience par 2 fois en se disant « Oh, nos femmes vont en apprendre beaucoup de toutes ces jeunes femmes. » Et en fait, l'échange était des 2 côtés. Ces jeunes femmes se sont aperçues qu'elles avaient des trucs dans les mains, mais il fallait bien transmettre aussi. La pédagogie, elle n'était pas forcément là, donc les 2 s'enrichissent et cet aspect intergénérationnel est très très formateur. Il y a aussi 32 grandes entreprises qui se sont associées, je ne sais pas si vous avez lu ça, pour mettre en place une charte pour aider l'intergénérationnel et favoriser effectivement les seniors, les rencontres seniors et jeunes au sein de ces entreprises pour partager l'expérience. Annie Jolivet, en conclusion, on le voit, ces expériences sont très intéressantes. Vous avez l'impression que ça tombe sur vous à chaque fois ? Non, c'est pas ça. Non, je rebondissais, en fait, je réagissais à l'intergénérationnel, parce que si on raisonne sur les compétences des personnes, sur leur expérience professionnelle et par exemple ce qu'on peut partager en termes de formation, à mon avis, raisonner sur un collectif de travail, c'est quand même plus pertinent que de raisonner sur de l'intergénérationnel, où on a l'impression qu'on fait un club un peu limité aux jeunes et aux seniors. En fait, la question, c'est qui est au travail, qui connaît des choses, et comment on peut trouver des moyens de mettre en place des équipes avec suffisamment de diversité dans les compétences pour qu'il y ait des échanges, et ça implique aussi de réfléchir aux conditions de travail, à l'organisation du travail, de façon à ce que les gens puissent se rencontrer et échanger dans le travail. Et le travail du recrutement, c'est aussi ça peut être de sourcer des gens qui manquent, et pourquoi pas des gens plus âgés, ou des plus jeunes, ou des gens d'âge intermédiaire, et pas uniquement aux 2 extrémités. Et avec l'avènement du recrutement par algorithme, mettons qu'un algorithme sélectionne automatiquement au-delà d'une certaine date de naissance, je dirais 45 ans, abusivement, comment on peut aller au-delà de ces peut-être futures discriminations numériques ? Vous avez 1 minute 30. D'abord, c'est une discrimination, et c'est pas parce qu'elle est numérique qu'elle est pas illégale. Et ensuite, non, mais je plaisante à moitié, mais c'est des choses qui arrivent, c'est des réalités. Moi, je plaisante pas.
Il y a une autre question d'ailleurs qui sera liée à l'algorithme, qui est de savoir si les candidats se portent par exemple sur des plateformes, quel que soit leur âge. Il peut y avoir aussi une autosélection à utiliser certains canaux de recrutement quand on est jeune, et on y est plus réticent quand on n'a pas été formé ou pas préparé, d'où l'intérêt d'avoir des associations ou des accompagnements. Mais non, un algorithme, ça se paramètre, et ce qui compte, c'est quand même d'avoir des personnes qui sont adaptées aux emplois qu'on a envie de pourvoir. Et donc la question, c'est pas de préformater les candidatures par rapport à des caractéristiques qui n'ont rien à voir, mais plutôt d'arriver à formater le tri de CV par rapport à des choses suffisamment ouvertes pour qu'on ait une diversité. Moi, je dirais que le test, c'est que si à la fin d'un processus de recrutement, on n'a que des gens qui sont du même genre, pas du genre sexuel, mais je veux dire, qui sont du même type, avec les mêmes profils, c'est qu'on a raté quelque chose dans ce recrutement, et c'est pas un bon indicateur. Merci à tous les trois, on peut vous applaudir, merci pour la qualité de vos échanges.